Bonjour, c'est Erika chez OVH Cloud. Bienvenue sur ce live très spécial puisque nous sommes sur le salon donc Big Data et AI Paris et sur le stand de MongoDB en compagnie de Rayed. Salut Erika. Salut Rayed. Et de Thomas. Salut Erika. Salut. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter super rapidement? Bien sûr. Alors moi je m'appelle Rayed, je suis Partner Solution Architect chez MongoDB et concrètement mon travail c'est d'aider nos partenaires OVH à implémenter MongoDB, proposer MongoDB parmi les différents services. Ouais, salut Rayed. Et moi je suis Thomas, je suis ingénieur avant-vente chez OVH. Et mon rôle c'est d'aider les clients à aller vers la meilleure solution d'OVH Cloud, c'est-à-dire répondre au plus proche de leurs besoins en termes de solutions techniques. Génial. Alors Rayed, je vais commencer par une question un peu basique, mais c'est quoi MongoDB aujourd'hui et pourquoi c'est devenu la plateforme préférée des devs? Alors MongoDB c'est devenu la base de données NoSQL préférée des développeurs par plusieurs évolutions qui sont arrivées à travers le produit. Mais la vraie valeur fondamentale qui a fait que c'est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir développer et itérer sur son data model. On va vraiment partir de son objet métier, dans son code, et on va pouvoir l'enregistrer tel quel, sans avoir à utiliser de couches ORM, de devoir normaliser sa donnée, etc. Et les migrations, surtout on n'a pas besoin de faire de migration lorsqu'on utilise du NoSQL. Et moi en tant qu'ancien développeur, c'est vrai que je peux partager cette vision et ouais, c'est très Merde. On est reparti. On est reparti. Désolé, on a été interrompu. C'était le moment clé pourtant. Donc je reposais la question à Thomas de nous expliquer un petit peu comment il avait interagi avec Mongo. Donc moi j'étais développeur, on va dire développeur back-end pour une start-up qui mesurait la pollution de l'air sur tout le globe. Et donc il y avait beaucoup de données. On avait une base de données qui dépassait le Tera. Ouais. Donc oui, c'était beaucoup de données. Et naturellement, on avait fait le calcul, MySQL c'est quand même une base de données qui date des années 80, même avant. Et c'est difficile de scale une base de données à cette amplitude-là. Et même en termes de dev, c'est beaucoup plus simple de changer des schémas, de changer des schémas de données en Mongo, avec MongoDB. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire de migration. Et quand tu appliques une migration sur un index entier de 1 Tera, là ça coûte très cher en temps et en calcul CPU. Et ce que je voulais dire, c'est que dans les années 80, MySQL ça a vraiment été optimisé pour le stockage, pour prendre le moins de stockage possible. Alors que MongoDB, ça consomme plus de stockage, mais ça va être optimisé pour le CPU. Du coup, on va avoir des lectures qui vont consommer rien en CPU, et même des écritures. Et ça, l'avantage de MongoDB. Et au-delà de ça, cette notion de migration et de devoir faire des migrations lorsqu'on part d'une base de données relationnelle classique, l'intérêt et le besoin qu'on a de devoir changer son data model, c'est parce qu'on va itérer sur son application. Aujourd'hui, il n'y a pas une application qu'on utilise en tant que consommateur qui n'a pas connu plusieurs versions, plusieurs évolutions. Amazon ne s'est pas fait en un jour, Airbnb ne s'est pas fait en un jour. Tout ça, c'est venu à travers des features, on implémente, on enlève, etc. Et de la même façon qu'on essaye d'avoir la souplesse dans le code, on va pouvoir l'implémenter pareil dans la data. Et donc on va pouvoir aussi bien ajouter des champs pour certaines applications, en enlever pour d'autres, etc. Tout en gardant cette souplesse par rapport au schéma. Ok, donc j'ai entendu facilité d'utilisation, agilité. Justement, on parle d'agilité. Le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce que OVH Cloud et MongoDB permettent d'accélérer des projets data. Ouais. Alors au-delà de MongoDB, de la technologie et comment est-ce qu'elle permet de pouvoir itérer sur son data model, ça on l'a vu, c'est le propre du NoSQL, mais le fait de le faire tourner sur OVH via une offre de service managé va vraiment soulager l'équipe de dev de tout le temps passé à devoir faire ce que j'appelle de la plomberie
à devoir monter un cluster, maintenir le cluster, le monitorer, faire l'encryption, faire les backups, etc. Et c'est tout l'intérêt d'un service managé que propose OVH. Et l'intérêt également de toute l'infrastructure, c'est qu'on va pouvoir se reposer sur les produits compute que OVH peut proposer. Et ça, Thomas, je pense que tu as un peu plus de détails à donner. Oui, c'est vrai que quand on vient chez OVH, on vient pour la base de données, mais on vient aussi pour l'écosystème derrière. Et l'avantage d'OVH, c'est premièrement, c'est d'avoir le cloud souverain. C'est-à-dire on est un cloud souverain, on n'est pas soumis au Cloud Act. On a des certifications de sécurité, on pourra en parler après. Et on est, on va dire, propriétaire de notre parc, de notre infrastructure. On construit nous-mêmes, on assemble nous-mêmes les serveurs. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Super. Alors après oui, donc avec MongoDB, on a des bases de données managées. L'idée, c'est que le développeur va venir chez OVH avec 3 clics. On va pouvoir avoir une base de données prod ready avec 3 nœuds réplica, avec un SLA de disponibilité très efficace. Je crois qu'il y a 4.9, 99, 99. Et avec toutes les fonctionnalités de Mongo qui vont avec. Et oui, on a 3 plans. On va avoir un plan essentiel, c'est-à-dire on va avoir qu'un seul nœud. Donc moins de disponibilité, il y a un risque d'interruption, mais pour les petites bases de données, ça peut vraiment faire l'affaire. Et ensuite, on a un plan business et un plan entreprise, où là, vraiment, on va avoir 3 nœuds en haute dispo. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une haute disponibilité du service. Super. J'avais une autre question. Comment est-ce qu'on adresse finalement les grandes entreprises aujourd'hui et le secteur public avec notre offre conjointe? Est-ce que l'un de vous deux veut prendre? Tu veux commencer De toute façon, Mongo, ça couvre vraiment tous les cas d'usage maintenant, que ce soit même les grandes entreprises, même les startups, même le secteur public. Même le secteur public. Aujourd'hui, il y a plusieurs entités publiques qui utilisent du MongoDB et pour plusieurs besoins. Alors, on peut trouver des use cases autour de la vue 360 d'une personne. On peut trouver des use cases autour du content management system, autour de la reconnaissance automatique de documents. Imaginez vos documents, que vos formulaires SERPA peuvent être analysés automatiquement et après être retraités, stockés dans du MongoDB avec toutes les métadonnées qui vont avec. On peut imaginer plein de cas d'usage autour de MongoDB sur lesquels les entreprises privées comme le secteur public peut se baser. Non, puis même pour les nouveaux projets, ça peut être intéressant de choisir du NoSQL ou Mongo. Moi, je pense qu'en termes de solutions NoSQL, Mongo, c'est vraiment la base de données la plus mature. On va dire celle de référence aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je te pose la question pour que ça vienne de ta bouche et pas de la mienne. Qu'est-ce qui te fait penser? Moi, si on me parle de NoSQL, moi, je pense direct à Mongo. Je sais pas, déjà c'est open source, donc c'est intéressant d'avoir quelque chose d'open source, on peut regarder le code, c'est ça. Et puis je pense qu'elle a fait ses preuves, elle a quand même beaucoup d'expérience. C'est une techno qui a 15 ans aujourd'hui, donc comme tu dis, elle a fait ses preuves, mais elle a surtout beaucoup mûri. Aujourd'hui, on a plus de 1000 devs qui travaillent sur le produit, on sort une nouvelle version majeure chaque année, où on continue à ajouter de la valeur pour nos développeurs. Et toujours dans cette philosophie de comment est-ce qu'on permet aux équipes d'itérer plus rapidement sur le produit, tout en étant capable de le délivrer dans des problématiques, dans des use cases at scale, donc même sur des volumétries de données vraiment importantes, dans des environnements distribués, etc. Tout ça, c'est la philosophie de MongoDB, c'est comme ça qu'on innove sur puis c'est aussi, je voulais dire, il y a tous les frameworks back-end qui sont compatibles directement avec Mongo. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs avec les drivers, tout est déjà... Par exemple, si on utilise Django, il va y avoir une compatibilité avec Mongo. Alors je ne connais pas tous les frameworks. On a plus de 12 drivers qui sont natifs, qui sont créés par Mongo et maintenus par Mongo. Et en plus de ça, on a des centaines de drivers communautaires créés par la communauté et maintenus par la communauté pour des langages moins populaires. Ouais. Puis c'est vrai que Mongo, ça va pouvoir supporter une charge sans consommer beaucoup de CPU. C'est-à-dire quand on fait un merge de 2 tables en MySQL, là le CPU va vite exploser. Moi je vois des startups
une base de données, elle fait quoi? Elle fait 10 gigas. Ils font des joins, des jointures, et là le CPU il explose et il faut qu'ils aient des énormes serveurs. Ce genre de solution, si on avait architecturé avec Mongo, peut-être qu'avec GnoSQL, ça. Alors il y a un piège justement là-dessus avec Mongo, et dans lequel beaucoup de développeurs qui viennent de l'environnement relationnel vont tomber. C'est de modéliser ces documents de la même façon où je modéliserais des tables en relationnel. C'est-à-dire que je vais essayer d'appliquer cette normalisation que j'avais dans mes tables SQL et puis de faire des $lookup, donc c'est l'équivalent de nos jointures en Mongo, pour pouvoir rassembler leurs objets métiers. Là où on va plutôt essayer de stocker la donnée ensemble dans un même document pour tous les besoins tels que la donnée a besoin d'être accédée. Tu fais des documents nested après? On va faire des documents nested et on va parfois faire des références si jamais on a trop de documents. L'exemple que je donne tout le temps, c'est si je crée une application du type d'Instagram. Si je crée une application type Instagram, c'est simple, je vais avoir les propriétés d'un post, donc l'URL de l'image, l'ID de celui qui poste l'image, les timestamps, etc. Et je vais avoir les commentaires et les likes. Donc on va dire que c'est les interactions. Si moi je fais un post, je peux mettre les interactions dans un même post parce que je vais avoir 3 likes et peut-être un commentaire. Par contre, si c'est Kylian Mbappé qui va faire un post, c'est impossible de penser mettre tous les milliers et les centaines de milliers de commentaires qu'il va avoir au sein d'un même post. Donc là, on va faire une référence. On va peut-être inclure en objet nesté les 10 premiers commentaires, ceux qui sont plus likés, ceux qui sont le plus recommentés. Et après, on va mettre une référence sur tous les autres pour pouvoir après faire, dans l'interface visuelle, on va pouvoir cliquer sur voir plus et charger avec une nouvelle requête les 10 commentaires suivants et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors moi j'ai une autre question. Il y a une offre cloud de MongoDB qui s'appelle Atlas. Tout à fait. C'est quoi la différence entre l'offre donc hébergée et managée par OVH Cloud et cette offre Atlas? Dans quel cas est-ce que vous recommandez l'une ou l'autre? Tout à fait, bonne question. Alors, il faut savoir que la philosophie de Mongo, c'est on doit retrouver le client là où il est. On a des clients qui sont on-prem, on a des clients qui sont déjà sur un des clouds publics de AWS, de Azure, de GCP, mais on a aussi des clients qui sont sur OVH et qui veulent rester sur OVH. Et comme ça n'a pas de sens d'avoir sa base de données sur un des 3 clouds américains et d'avoir son compute sur OVH, mais on n'a pas forcément l'envie de créer son cluster et le manager soi-même sur son cloud souverain. On a eu l'initiative avec OVH de créer un service managé dans OVH pour qu'on puisse à la fois bénéficier des produits compute et storage que OVH Cloud peut proposer, tout en ayant un service manager. Oui, et Atlas c'est plus que la base de données, c'est la base de données plus un service de search, un service pour mobile, un service analytique, ce genre de choses. Alors que nous, chez OVH, on a juste la base de données. C'est juste la base de données hébergée qu'on va pouvoir consommer avec un nom de domaine, alors soit privé, soit public. Enfin, voilà. Clairement, le cas de figure où on va privilégier OVH, c'est si on fait le choix de OVH pour son compute, là on va devoir mettre sa base de données sur OVH. Maintenant, est-ce qu'on fait du service managé et on est tranquille, son cluster est managé, si jamais il y a un défaut, il y a de la haute dispo et on va pouvoir ne pas avoir à gérer l'infrastructure de sa base de données. Ou est-ce que je fais du self-manage en bare metal, je prends du bare metal, je monte mon réplica set et là c'est à moi de gérer mon encryption, mon backup, mon monitoring, etc. Ouais. D'ailleurs les deux sont possibles. Hein. Chez nous, chez OVH, on vend du bare metal aussi. Simplement, voilà, il y a une charge en administration qui est beaucoup plus conséquente quand on ne consomme pas un service managé. Aujourd'hui, je crois beaucoup à tout ce qui est platform engineering et décharger le boulot infra et ops des développeurs. Parce que moi, je veux que mes développeurs passent du temps à faire des user stories, qu'ils itèrent sur mon application, ils apportent de la valeur à mes utilisateurs et pas qu'ils passent du temps à faire de la plomberie. Donc je crois beaucoup au service managé et aujourd'hui, on le voit chez nos clients qui sont sur Atlas. Le fait de confier un workload sur un service managé, ça permet vraiment de soulager beaucoup la charge de travail des équipes. En fait, on achète du temps finalement. On achète du temps, exactement. Et moi j'ai un exemple, on a un client, donc Lota Cloud, c'est un FinOps qui est donc un partenaire d'OVH et qui utilise justement notre solution Mongo. Et ils ont constaté qu'ils ont réussi à économiser, je crois de mémoire, c'est entre 15 et 20% de temps sur l'ingestion de données en passant par cette offre.
versus du self-managed. Donc vraiment, voilà, vraiment intéressant. Super. Qu'est-ce qu'il y a dans la roadmap, Thomas? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme amélioration sur ces offres, sur ce produit et en général, peut-être plus largement, hein, sur le public cloud de VH Cloud? Alors oui, on vous a envoyé la roadmap dans le chat. Alors la roadmap la plus importante, c'est qu'on va pouvoir dissocier en gros le compute du disque. C'est-à-dire on va pouvoir changer de manière indépendante le disque tout seul en gardant le même CPU et RAM. Ça c'est une feature qui est très demandée. Parce qu'actuellement c'est on va dire on a sizé le disque en même temps que le CPU et la RAM. Et là on va vouloir augmenter le disque mais garder le même CPU. Ça c'est la feature qui va venir. Davantage de stockage et plus flexible, la capacité peut-être aussi de choisir son niveau de stockage. Ouais, c'est vrai qu'on va pouvoir choisir en gros les IOPS de son disque. Je crois qu'on va, l'idée c'est qu'on va proposer une offre avec 3000 IOPS, c'est des capacités SSD on va dire un peu plus basses, et une à 20 000 je pense, 20 000. Donc super. Est-ce qu'il y a autre chose? MongoDB 6 peut-être? Oui, MongoDB 6, alors je connais pas les features de MongoDB 6 est arrivé, la version 6 a été release en juin dernier. Elle a été annoncée en juin dernier lors de MongoDB World. Et puis elle est à dispo. Comment est-ce que vous allez la mettre en service prochainement? Oui, bien sûr. L'idée c'est d'être en cohérence avec les nouvelles versions, ça c'est sûr. Alors une fonctionnalité intéressante je trouve, mais ça c'est arrivé depuis la version 5. Il faut savoir, comme je disais, nous on a 1000 développeurs qui travaillent sur le produit et chaque année on va sortir une version majeure, une nouvelle version majeure du produit. Mais vous, lorsque vous êtes en train de développer vos applications, vous n'avez pas forcément les mêmes priorités que nous et il n'y a pas forcément le besoin de devoir upgrader le cluster de base de données et de suivre notre rythme. Et donc de passer du temps à aller vérifier sa codebase qu'il n'y a pas un breaking change qui traîne quelque part dans mon code, et le fait d'upgrader mon cluster risque de casser mon application. Depuis la version 5, on a ce qu'on appelle la Stable API. Donc au niveau du driver qui se connecte à l'application, vous êtes capable de fixer la version que vous allez utiliser de Mongo. Donc aujourd'hui, vous créez une application, vous êtes capable de dire je fixe mon app à la version 5. Si derrière, OVH upgrade à la version 6, à la version 7, à la version 8, ce sera toujours compatible avec la version 5. Et vous ne changerez à la version que vous voudrez que s'il y a vraiment une fonctionnalité qui est clé et qui vaut le coup de prioriser cette montée en version. Ouais, c'est bien ça, parce qu'on peut vraiment investir à 100% une version et avoir la garantie que derrière, il y a MongoDB qui va assurer les patchs. La rétrocompatibilité de toutes les requêtes, peu importe la version du cluster. Ouais, ça c'est bien ça. Super. Il y a peut-être une chose, je ne sais pas si on l'a dit, mais ça me paraît quand même assez intéressant. C'est que l'offre qu'on a chez OVH, c'est la version originale et non forquée de la base de données MongoDB. Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Ça rejoint l'une des valeurs clés quand même d'OVH Cloud, qui est de proposer des services qui sont toujours réversibles. Ouais. Et oui, ça c'est sûr. La réversibilité, c'est vous pouvez sortir du cloud. Par exemple, vous avez une base de données dans le cloud et vous voulez la prendre, vous pouvez la prendre chez vous. On n'a pas de ce qu'on appelle de vendor locking. On ne va pas venir vous bloquer avec une techno. Je ne sais pas si sur AWS, il y a d'autres solutions NoSQL comme DynamoDB. DocumentDB également. Hein. Et DocumentDB, ouais. Donc si vous investissez là-dedans et que, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, vous voulez sortir, vous ne pouvez pas, parce que la technologie n'est pas open source. Vous êtes obligé de changer de base de données, faire une migration de tout le schéma, etc. Oui, et puis recoder, parce qu'il y a des requêtes qu'il va falloir refaire parce qu'elles ne marcheront plus dans l'autre produit vers lequel vous voulez migrer. Ouais. Donc la réversibilité, nous, c'est un peu une philosophie chez OVH un peu importante. Alors des fois, c'est vrai que ça peut nous être à notre défaveur puisqu'on peut perdre des clients plus facilement. Mais voilà, ça reste notre philosophie quand même. Alors on a parlé pas mal des produits, bases de données, MongoDB Manager, etc. Moi j'ai une question pour toi. En termes de produits côté compute, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux auditeurs qui voudraient lancer leurs produits sur OVH?
Moi, j'ai fait partie de pas mal de startups. Et honnêtement, quand on est une startup, l'idée c'est de déployer en live le produit le plus vite possible. Donc le plus simple c'est de prendre une instance. Je sais pas si on maîtrise Docker, on peut faire des Docker Compose, ce genre de choses. Mais on prend l'instance, on déploie son appli, on déploie le back-end, le front-end, tout ça sur la même instance. Et c'est bien d'externaliser la base de données dans un service managé, mais on n'est pas forcément obligé. On peut tout mettre sur un seul service. Ça, c'est quand on est une startup. Après, quand on devient plus gros, c'est plus intéressant d'investir vers l'infrastructure as code pour déployer des instances, ou même partir sur Kubernetes pour avoir à manager qu'un seul cluster pour permettre de déployer plusieurs applis. Mais quand on a une appli, ça sert à rien de partir sur des trucs compliqués. Faut mieux faire ça. Un monolithe sur un VPS. Voilà, moi le monolithe, c'est pas une aberration du tout. C'est très bien pour commencer. On est d'accord. Ouais. Ok, alors moi j'ai une autre question, c'est du coup s'il y a une boîte qui est pas cliente d'OVH Cloud, mais qui veut venir chez OVH Cloud parce que justement intéressée par le cloud souverain, parce qu'elle est dans un secteur un peu sensible, je sais pas, je pense à la santé, ça peut être peut-être le secteur de la legal tech ou autre. Comment ça se passe au niveau migration? C'est quelqu'un qui a déjà du Mongo et qui veut venir chez OVH Cloud, comment ça se passe? La migration, ça se résume à migrer. On peut migrer un nœud Mongo vers un nouveau nœud, normalement. Donc ça se fait de manière assez transparente, parce qu'on n'a pas de schéma de migration à faire. Alors, clairement, la version la plus naïve, et ça va dépendre du workload qu'on on a à migrer. Si je peux me permettre de faire un dump and load avec une interruption de service, ça va être relativement facile. Dépendamment du volume de données, ça va mettre plus ou moins de temps. Si on a beaucoup de données, le load risque d'être long et on risque d'être indispo pendant trop longtemps. Auquel cas, on va devoir mettre en place un système de mirroring entre l'infrastructure on-prem qu'on peut avoir et l'infrastructure OVH. Et ça, avec l'offre Enterprise, c'est des choses qui peuvent se faire via l'aide du support. Ouais, via l'aide du support, via l'aide peut-être aussi de professional services. C'est ça. Parce que là, il peut y avoir besoin d'un peu d'accompagnement. Qui vont permettre de faire le mirroring entre un cluster on-prem et le cluster cloud cible qui va permettre d'assurer cette synchro en temps réel pendant qu'on fait le dump and load se fait automatiquement tout en gardant la synchro en temps réel. Ouais, donc finalement c'est possible, c'est transparent. Il y a des mécanismes de synchro qui existent. La difficulté, c'est vraiment juste si je dois maintenir une connexion en temps réel tout le temps, une disponibilité à 100%, ou si je peux me permettre un downtime. C'est ça qui va définir la difficulté de la migration. Et tu as parlé tout à l'heure des professional services de MongoDB. Est-ce que les clients Enterprise chez OVH ont accès à ces services, peuvent avoir accès à ces services-là? Alors ça, c'est une question auquel je n'aurais pas la réponse. Si, mais alors c'est pas gratuit, c'est pas inclus dans. C'est une prestation de service. Mais voilà. Mais ça peut être intéressant s'il y a besoin d'aller vraiment travailler peut-être des points d'architecture, des points de migration, des points qui sont vraiment spécifiques. Typiquement, les use cases du Professional Services, ça va être de la modélisation de documents. Je migre d'un système SQL, j'ai besoin de savoir comment modéliser intelligemment mes documents. Ça va être de l'optimisation de performance. Je suis déjà sur MongoDB, j'ai modélisé d'une certaine façon, j'ai tels index, mais là, je bloque sur certaines requêtes. Comment est-ce que j'optimise? Ou alors effectivement des use cases de migration de l'on-prem vers du cloud. Ouais. D'accord, super. Pour le moment, on n'a pas de questions. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Je crois qu'on a bien fait le tour là. Moi, je vous remercie de m'avoir reçu sur votre live. Et puis j'espère pouvoir vous revoir à l'occasion. Il y a pas mal de choses à dire. On est chez MongoDB. Là. On est sur votre live. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci pour l'accueil sur le salon. Il y a énormément de monde, il se passe pas mal de choses. Donc merci à tous de nous suivre. Et ce que je vous propose, c'est de retrouver donc, les offres MongoDB managées sur le lien qu'on vous envoie. Vous avez 150 € de voucher pour essayer. Donc le mieux c'est de voir par soi-même, vous allez voir, ça fonctionne du feu de Dieu.
À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.